8h37 sur BFM TV et RMC. Bonjour Guillaume Rosier. Bonjour Philippe Corbet. Alors d'habitude à cette heure-ci sur nos antennes, nous accueillons des hommes ou des femmes politiques, des syndicalistes, des chefs d'entreprise. Depuis le début de la pandémie, beaucoup de médecins. Vous n'êtes rien de tout ça. Vous êtes ingénieur. Et vous êtes aussi chevalier depuis quelques jours, chevalier de l'Ordre national du mérite. Félicitations. À titre exceptionnel, c'est le président de la République qui vous a remis votre décoration à l'Élysée pour avoir notamment fondé Covid Tracker, qui, on va en parler, qui permet de comprendre l'évolution de la pandémie. Vite ma dose, qui a permis à beaucoup de Français de trouver des rendez-vous de vaccination. Quand vous étiez à l'Élysée, que le président de la République vous a remis cet Ordre national du mérite, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était un immense honneur d'abord de recevoir cette distinction, un immense honneur aussi que ce soit le président de la République qui décide de me la remettre, donc c'est un grand plaisir, un grand honneur. Je pense que ça récompense tout le travail qui a été fait. Évidemment, cet Ordre national du mérite, je l'ai dédié à tous les contributeurs, tous les bénévoles des différents projets, Covid Tracker, Vite ma dose et tous les autres. Des centaines de personnes, des bénévoles. C'est plus de 150 personnes qui ont contribué sur ces initiatives et c'est grâce à elles que ces initiatives ont pu émerger. Donc je leur ai aussi dédié. Mais finalement, j'étais très heureux de voir que des personnes comme ça, ingénieurs en informatique, mais qui ont aussi aidé à contribuer dans la lutte contre l'épidémie, de voir ces personnes distinguées et reconnues en dehors évidemment de toutes les autres personnes qui ont contribué de manière formidable contre l'épidémie. Quand je dis que c'est à titre exceptionnel, c'est pas seulement pour le service que vous avez rendu pour la nation, mais aussi parce que vous êtes trop jeune théoriquement pour recevoir l'Ordre national du mérite. Vous avez 25 ans. Il y a eu une exception pour vous, c'est ça, le président vous l'a dit? Oui, il y a eu une exception pour moi. Le président de la République a dit en me la remettant, on n'avait pas le droit de vous la remettre parce que ça ne correspondait pas aux critères et donc c'est pour ça qu'on vous l'a remise. Alors évidemment, ils ont tout ça est légal, ils ont pu le faire parce que le président de la République est la seule personne à pouvoir faire des dérogations. Normalement, il faut avoir fait 10 ou 20 ans d'activité pour se voir remettre un Ordre national du mérite ou une Légion d'honneur. Moi, j'ai 25 ans, donc je ne correspond pas tout à fait aux critères. Mais on va comprendre si les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas compris exactement ce que vous faites, vont le comprendre, j'espère, dans cette interview. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, suit vos publications de près pour mesurer l'évolution de la pandémie. Avant de reparler de votre travail, on est le vendredi 30 juillet, on sait qu'il y a une quatrième vague qui arrive, qui monte. Quels sont les indicateurs que vous regardez ? Qu'est-ce qui est intéressant à scruter en ce moment pour voir ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines ? Alors moi, je distingue deux choses différentes dans l'épidémie, deux vagues. La première, c'est la vague épidémique, donc le nombre de cas positifs, le nombre de personnes contaminées. Et la deuxième vague, c'est la vague sanitaire, donc la vague de formes graves, d'admission à l'hôpital, d'admission en soins critiques et de décès hospitaliers. Si on prend un peu de recul pour comprendre ce qui se passe un tout petit peu, en Inde, au mois de mai, il y a le variant Delta qui a explosé avec une grosse vague épidémique, avec un taux de croissance qui avait rarement été vu, donc une vague très très rapide, qui a été suivie malheureusement quelques jours, quelques semaines après d'une vague sanitaire, donc de beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de décès. En partie parce que la population indienne était très peu vaccinée et très peu immunisée. Ensuite, ce variant... Et aussi parce que le variant était particulièrement violent et contaminant. Tout à fait. Et ensuite, cette vague a commencé à toucher l'Europe. Le premier pays de l'Europe, c'était le Royaume-Uni, à être touché à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, avec là aussi une vague épidémique extrêmement rapide, une montée très rapide du nombre de cas. Ça a été suivi d'une vague sanitaire, donc des admissions à l'hôpital, des décès. Il y a eu des décès. Je crois qu'on est à 2000-2500 décès sur cette vague-là au Royaume-Uni, mais c'est largement plus faible que ce qu'on a observé cet hiver. Cet hiver, on avait des pics au Royaume-Uni à 1200 décès par jour pour un nombre de contaminations qui est finalement pas beaucoup plus élevé que ce qu'on a observé ces derniers jours au Royaume-Uni. Actuellement, c'est 70 décès par jour. Donc ça reste considérable. Il y a des décès, il y a une vague sanitaire, mais qui est largement plus faible, 10-20 fois plus faible que ce qu'on a observé cet hiver. Et donc ensuite, d'autres pays européens ont commencé à être touchés, dont la France, avec donc un nombre de cas qui a augmenté très 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 vite au cours du mois de juillet, qui augmente toujours très vite, mais un peu moins vite, et des admissions à l'hôpital qui commencent à monter, mais qui sont plus faibles que ce qu'elles devraient être, vu le nombre de cas qu'on a, principalement grâce au vaccin. Sur le nombre de cas, vous écrivez sur votre compte Twitter, qui est suivi par plus de 100 000 personnes, je vous cite, « La hausse des cas reste forte, mais plus basse que la semaine dernière ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça monte, mais ça monte moins vite, c'est ça ? Exactement, donc c'est un phénomène qui est pas forcément évident à comprendre, mais il faut bien le comprendre. L'épidémie gagne du terrain en ce moment en France. Plusieurs pays ont passé leur pic épidémique, comme le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal. Les Pays-Bas, le Portugal, les pays européens. Pour la France, c'est pas encore le cas, donc on ne sait pas quand ça va intervenir. Si c'est comme dans les autres pays européens, c'est dans les prochains jours, prochaines semaines. Si
C'est plutôt comme les modélisations des épidémiologistes le montrent, ça serait plutôt fin août, début septembre. Mais en tout cas, on a un nombre de cas qui augmente. Il a augmenté de façon extrêmement rapide à la mi-juillet. Pour bien comprendre, ça triplait, le nombre de cas triplait en une semaine. C'est un taux de croissance qu'on n'avait absolument jamais vu en France depuis le début de l'épidémie. Donc c'était vraiment extrêmement rapide. En ce moment, ça augmente de façon rapide, ça augmente de 50% par semaine, donc c'est la vitesse qu'on observait à la vague de cet hiver par exemple, ou de l'automne dernier, donc c'est rapide, mais c'est moins rapide que la semaine dernière. Donc l'épidémie gagne du terrain, mais de façon moins explosive qu'il y a une quinzaine de jours. Donc ça, c'est pour la question des cas, et vous disiez, vous regardez aussi les conséquences sanitaires donc, sur l'hôpital. Il y a une sorte de décorrélation, c'est-à-dire que la courbe d'explosion du nombre de cas n'est pas parallèle avec la courbe d'admission à l'hôpital. Il y a moins d'admissions à l'hôpital par rapport au nombre de cas que sur les vagues précédentes. Oui, c'est ça. Alors, il faut être prudent avec le terme corrélation. Enfin, il m'est arrivé moi-même de faire l'erreur. Il y a toujours une corrélation entre le nombre d'admissions à l'hôpital et les cas positifs. C'est-à-dire, plus on a de cas, plus on a d'admissions à l'ôpital. Mais ce lien de corrélation a été largement affaibli. C'est l'effet de vaccination. Probablement grâce à la vaccination. Il était largement affaibli. Aujourd'hui, on a moins de 3% des cas qui sont hospitalisés, donc qui terminent à l'hôpital. On était à 9%, 10% au début de l'année. Donc vous voyez, c'est nettement plus faible. On a beaucoup moins de personnes qui sont testées positivement, qui sont ensuite admises à l'hôpital, qui font une forme grave et qui vont décéder. J'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à aller suivre Covid Tracker et suivre votre compte Twitter, parce qu'on comprend beaucoup de choses sur ce qui se passe. Et par exemple, pourquoi est-ce que des départements d'outre-mer, en ce moment, sont dans une situation difficile, notamment la Martinique et la Réunion, qui se retrouvent sous confinement à nouveau. Et là, on voit dans vos graphiques, c'est beaucoup en raison du taux de vaccination. C'est très clair. Oui, en tout cas, le taux de vaccination est beaucoup plus faible dans les territoires d'outre-mer. On est plutôt à 20%, 30% suivant les territoires, contre plus de 50%, même 60% si on regarde les premières doses en métropole. Donc effectivement, on a une vague très importante dans certains de ces territoires, notamment en Martinique, à La Réunion, où il y a une explosion des contaminations dans certains territoires dus au variant Delta. Et donc une vague sanitaire qui commence à être importante, vu le nombre de lits qu'ils ont à leur disposition. Alors, Guillaume Rosier, quand on regarde vos données aussi sur Covid Tracker, on voit que ces derniers jours, le nombre d'injections, de vaccination, notamment de primo-vaccination, c'est-à-dire des gens qui vont faire leur première dose, ce nombre-là qui avait atteint un pic baisse, ralentit plutôt, c'est ça ? Alors, c'est plutôt le nombre d'injections totales qui ralentit. Donc, si on regarde les premières et les deuxièmes injections, et même les troisièmes injections pour les personnes qui en ont besoin, le nombre total d'injections baisse légèrement, ce qui veut dire que le rythme de vaccination diminue légèrement. Mais si on regarde les primo-injections, donc les nouvelles personnes qui sont vaccinées, les gens qui s'étaient jamais fait vacciner et qui reçoivent leur première injection, ceux-là, ils sont toujours on a toujours un rythme qui est important, qui est beaucoup plus important que ce qu'on avait observé fin juin, début juillet, dans le creux, avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Et donc là, depuis 3 semaines, on a un rythme qui est plus important, qui est 50% plus rapide à peu près. Vous dites parfois sur votre compte Twitter que vous n'êtes pas devin ou épidémiologiste, mais vous regardez justement les données. À partir du moment où justement on voit qu'il n'y a pas forcément le même lien entre cas et hospitalisation, est-ce que le critère du nombre de cas est encore le plus pertinent pour mesurer ce qui va se passer dans cette 4e vague, ou est-ce qu'il faut regarder plutôt les hospitalisations, le nombre d'entrées en réanimation, le nombre de décès? Est-ce que le nombre total de cas n'est pas un peu faussé en raison de la vaccination? Ensuite, je pense que c'est un débat public et c'est pas à moi d'y trancher. Je pense que c'est aux médecins et puis à tous les citoyens d'y trancher. Est-ce que le plus important, c'est de limiter les contaminations et donc de limiter potentiellement les Covid longs qui peuvent atteindre aussi les personnes jeunes, ou est-ce que ce qu'on cherche à éviter, c'est uniquement de ne pas envahir les hôpitaux, enfin d'avoir des hôpitaux qui seraient complètement saturés? Donc là, je pense que c'est un débat qui est plus large, auquel je ne peux pas répondre. Je pense que c'est à tous les Français, aux médecins, à tout le monde d'y répondre collectivement. Mais c'est vrai que si on estime que le seul critère, par exemple pour décider des mesures pour freiner l'épidémie, le seul critère serait une saturation hospitalière, d'éviter une saturation hospitalière totale, c'est vrai que dans ce cas-là, le nombre de cas est moins pertinent pour estimer ce facteur-là. Mais je tiens à préciser qu'on peut toujours actuellement saturer les hôpitaux en France, puisqu'on a à peu près 20% des personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, ce qui représente 1 million de personnes. Vu le taux d'admission à l'hôpital et le taux de mortalité chez les personnes âgées, c'est malheureusement suffisant, si toutes ces personnes étaient contaminées, ce que je n'espère évidemment pas, mais c'est malheureusement suffisant pour saturer les hôpitaux. Alors les médecins hospitaliers racontent ces derniers jours qu'ils voient arriver des patients Covid plutôt jeunes, non vaccinés. Guillaume Rosier, vous justement, vous avez cherché à obtenir des informations sur le statut vaccinal des personnes hospitalisées, pour savoir s'ils sont ou pas vaccinés, c'est ça? Oui, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'en France, on a une richesse, et c'est très rare. Il y a très peu de pays qui ont ça. L'État a fait, donc l'État, les différentes organisations publiques et le ministère de la Santé ont fait 3 bases de données nationales
qui sont vraiment uniformes, nationales, centralisées. La première base de données, c'est pour les résultats de tests Covid, donc pour le dépistage. La deuxième base de données, c'est pour la vaccination, donc pour savoir combien de personnes sont vaccinées, première dose, deuxième dose, etc. Et la troisième base de données, c'est les victimes, donc les personnes qui sont hospitalisées et décédées. Aujourd'hui, c'est 3 bases de données distinctes. Donc, il n'y a aucun lien entre ces 3 bases de données. Nous, ce qu'on demande maintenant depuis plusieurs mois, c'est d'appareiller ces bases de données. Donc, d'appareiller la base de données des victimes avec celle... C'est-à-dire de faire des liens entre elles, des jointures entre la base de données des victimes et la base de données vaccination d'un côté, et de l'autre côté, entre la base de données du dépistage et la base de données de la vaccination. Et ça permettrait de créer des indicateurs de manière à connaître le nombre de cas qui sont vaccinés, de cas positifs, le nombre de cas positifs qui ne sont pas vaccinés, et de la même manière pour les hospitalisations, les formes graves, les décès, de savoir combien sont vaccinés, combien ne sont pas vaccinés. Donc ça fait plusieurs mois qu'on le demande. C'est pas fait pour l'instant. Alors il faut voir que techniquement c'est aussi un travail très lourd, puisque c'est des énormes bases de données, donc j'imagine que c'est très complexe à faire, mais voilà, ça fait plusieurs mois que le projet, j'imagine, a été lancé. Aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, ces appareillements seraient quasiment terminés, ou en train d'être terminés ou terminés. Et donc, ce que je demande à ces différentes organisations, plus fort que jamais, c'est de publier, une fois que ces indicateurs ont été créés, c'est de publier très rapidement ces différents indicateurs qui sont hyper importants pour comprendre l'efficacité de la campagne de vaccination, hyper importants aussi pour la transparence. Je pense que l'open data, donc le fait de publier des données, la transparence est la meilleure arme contre le complotisme et contre les fausses informations. Donc vraiment, je demande à ces organisations de le publier dans les prochains jours et non pas en septembre, octobre ou novembre. Ça sera trop tard, puisque lorsque 100%, si un jour 100% de la population est vaccinée, forcément 100% des admissions à l'hôpital, elles seront beaucoup plus faibles, mais 100% de ces admissions seront sur des personnes vaccinées et 100% des décès seront sur des personnes vaccinées. Donc c'est maintenant que c'est important d'avoir ces données et non pas en septembre, octobre. Le message est passé, peut-être qu'à l'Élysée, à Matignon, on a écouté ce message. Vous parliez du complotisme. Ce que vous faites, parce que quand vous parlez de données, en réalité, ce sont des chiffres, c'est-à-dire une description de la réalité, des faits. Ce que vous faites, c'est de mettre en avant, d'exposer des faits, les hiérarchiser. C'est un combat de défendre les faits dans cette période de pandémie où on a vu beaucoup de désinformation. C'est un combat qui est parfois difficile à mener. Oui, c'est devenu un combat. Alors initialement, c'était pas du tout l'objectif. Initialement, c'était presque un peu égoïste. J'avais envie moi-même de comprendre l'épidémie. Parce que vous étiez encore étudiant, vous faisiez ça dans votre chambre d'étudiant. Voilà, j'ai commencé en mars 2020, il y a 1 an et demi. J'étais étudiant, j'étais en stage de fin d'études. Et donc là, j'ai commencé à récolter des premières données, à faire des premiers graphiques. Parce qu'à l'époque, les médias en parlaient très peu, les pouvoirs publics en parlaient aussi assez peu. Et j'avais envie de comprendre comment se développait l'épidémie, dans quel territoire, à quelle vitesse, dans quelle tranche d'âge, à quelle vitesse comparativement aux autres pays, quelle était la situation réelle, est-ce que c'était grave, pas grave. J'avais envie de comprendre ça. Ensuite, rapidement, une fois que j'avais compris ces choses-là, j'avais envie de les partager. Donc j'ai commencé à les partager sur Twitter, maintenant à la télé, dans les médias, de manière à essayer de faire de la pédagogie et d'expliquer aux gens quelle est la situation réelle, les faits, quelles sont leurs gravités et quelle est l'évolution. Et donc aujourd'hui, c'est devenu effectivement un combat d'essayer de faire comprendre aux gens quelle est la réalité de la situation, et ensuite chacun se fait un avis. Chacun se fait un avis sur les décisions politiques. C'est pas à moi de juger, par exemple, les décisions politiques, mais je pense que c'est important de ramener beaucoup de factuels dans le débat public pour partir sur une base saine. Vous avez été surpris que beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas ingénieurs ou mathématiciens, regardent vos données, regardent vos courbes, regardent vos graphiques. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y avait la volonté d'aller à la source et de ne pas forcément croire tout ce qui était dit par des responsables politiques? Ou il y avait un doute aussi qui nourrissait d'intérêt pour vos données? Oui, c'est une excellente question. Moi, je n'imaginais pas une seule seconde que ces différentes initiatives auraient un tel succès. Je ne pensais pas qu'un jour, on pouvait, ça soit possible d'avoir 100 000 abonnés sur Twitter en partageant des chiffres, des courbes et des statistiques. Je me disais, ça intéresse que quelques mathématiciens dont en même temps, ça concerne notre vie quotidienne, parce que ça a des conséquences sur notre vie quotidienne très rapides, on l'a vu. Oui, c'est très clair. Et donc, j'ai vraiment pris conscience, l'envie des Français, enfin en tout cas de certains Français, de comprendre et de contextualiser. Je pense que c'est très important parce qu'un politique, il n'a pas forcément beaucoup de temps pour exposer les faits, il le fait très rapidement, et je pense que les gens ont envie de contextualiser, de comprendre quelle est la tendance des chiffres, pas uniquement d'avoir un chiffre isolé qui ne veut pas forcément dire grand-chose, mais comprendre leur tendance, comprendre leur gravité, contextualiser et revenir aux faits. Je pense que c'est très important, et je pense qu'il y a une réelle envie des Français pour ça. Faut préciser, vous continuez à faire ce travail-là. Vous avez un vrai boulot à côté, et vous avez en plus sur votre temps libre, vous faites ce travail-là à titre bénévole avec d'autres bénévoles. Donc c'est une vraie mission que vous
Exactement. On sait que des responsables d'hôpitaux, des responsables d'ARS, le ministre de la Santé, le président de la République regardent aussi vos données, consultent vos données. Récemment, dans les Échos, il y a un statisticien qui travaille pour l'État qui disait, qui est impressionné par votre travail, qui disait qu'il a pris une gifle avec votre travail. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, d'une certaine manière, par votre créativité, votre travail, votre souplesse, ringardisé, non pas l'État, mais la manière dont l'État met en avant et analyse des données? En tout cas, ça n'a jamais été notre objectif. Enfin, nous, on n'a jamais voulu ni concurrencer l'État, ni donner des gifles. Enfin, c'est vraiment pas du tout notre état d'esprit. On était les premiers surpris du succès. Et d'ailleurs, on pensait nous-mêmes que la plateforme la plus populaire serait celle de l'État, celle qu'aurait fait l'État. Donc, c'est pour ça finalement qu'on s'est investi assez tard pleinement dans ces initiatives. Et donc, ça n'a pas du tout été notre objectif. Nous, notre objectif, ça a été d'apporter des solutions. Il fallait un suivi de l'épidémie. Il fallait que les Français puissent comprendre. Et c'est vous qui l'avez fait, pas l'État. C'est pas la direction générale de la santé qui a qui a su monter un site accessible par tout le monde. Oui, il faut en discuter, mais je pense que, in fine, ce qui est important, c'est d'avoir une solution. Nous, on a proposé la solution. Ensuite, les moyens, je pense que c'est secondaire. Mais finalement, ce que ça montre, c'est que l'open data est extrêmement important. L'open data, ça veut dire les données ouvertes. C'est le fait de publier les données. C'est ce qu'a fait Santé publique France en publiant de manière totalement ouverte et transparente les résultats des tests, les hospitalisations, les décès, etc. Et c'est grâce à cet open data que nous, on a pu construire Covid Tracker. Sans open data, on n'aurait jamais pu faire Covid Tracker. Et donc, la moralité, je pense, de ce qui s'est passé, c'est que l'open data permet à des citoyens, à des privés, de faire des initiatives qui vont épauler les services de l'État. Et donc, sans open data, on ne peut rien faire. Sans open data, on n'aurait rien pu faire. Donc, c'est extrêmement important de publier ces données-là. Voilà, on entend beaucoup les gens qui s'intéressent aux questions numériques de parler d'open data depuis des années sans vraiment savoir exactement de quoi il s'agit. On a un exemple concret, mais c'est vrai que c'est un combat Etalab qui s'occupe de l'open data dans l'État, a été créé en 2011, je crois, donc c'est pas récent, mais c'est vrai que là on a une preuve quand même tangible, concrète de l'intérêt de l'open data pour tous les citoyens, pour tout le monde. On a pu lire il y a quelques semaines dans le journal du dimanche un échange que vous avez eu avec Tim Cook, le patron d'Apple. Je vois que vous avez les produits Apple à votre montre, votre téléphone. Il disait qu'il était bluffé par votre travail époustouflant, et il vous a proposé du travail, non? Vous allez partir à Silicon Valley? Non, mais moi, vous savez, je suis très attaché à la France, donc je ne peux pas anticiper ce qui va se passer. Je suis ouvert à tout, mais je pense que la France, c'est quand même une mine d'or, notamment en technologie. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde en informatique. C'est un territoire qui est extrêmement attractif, qui est devenu encore plus attractif ces dernières années. C'est peut-être le territoire le plus attractif en Europe et un des plus attractifs dans le monde, dans le domaine de la technologie. Donc je pense qu'il y a des magnifiques choses à faire en France aussi. Et puis c'est la preuve que même un étudiant ingénieur peut, dans sa chambre, monter un projet qui mobilise d'autres bénévoles et qui intéresse beaucoup de Français qui avaient besoin d'informations, d'aller à la source. C'est ce que vous avez réussi à faire. Merci Guillaume Rosier d'avoir été ce matin sur BFM TV et RMC. Il est 8h55. Bonne journée. Vous allez prendre un peu de congé? Oui, peut-être plutôt en octobre. Parce actuellement, il y a l'épidémie à suivre. Très bien. Et puis vous allez continuer donc à alimenter votre site. Je recommande Covid Tracker. Merci Guillaume Rosier. Merci à vous. Bonne journée.